Merci beaucoup Clémence pour l'invitation. C'est toujours un plaisir de venir te voir à Perpignan. Merci Cathy aussi de m'inviter à cette session conjointe avec la SOFAM. Et voilà, je ne peux que saluer toutes les actions de la SOFAM. C'est vraiment une avancée, enfin, le début d'une très très belle histoire et je pense qu'on en a vraiment tous besoin. Et je suis ravie de co-animer cette présentation avec Romain parce qu'on a travaillé ensemble il y a quelques années. Il y a 15 ans. Voilà, et j'ai beaucoup d'affection pour Romain et pour ses grandes qualités chirurgicales et aussi entrepreneuriales. Bravo. Merci Alice. Alors, on va parler de chirurgie réfractive quand même maintenant. Et voilà, l'idée du topo, c'était de vous parler d'ICL et puis aussi un petit peu de LASIK parce que souvent on se pose la question un peu entre les deux. Alors, voilà, c'est ça. Donc la chirurgie réfractive, elle s'adresse essentiellement aux patients qui sont myopes et il ne faut pas perdre des yeux que la myopie, en fait, au-delà d'être une maladie, dans certains cas pour les myopies fortes avec les atteintes de la rétine, dont qu'on connaît surtout très bien les rétinologues, ça a aussi un énorme impact en fait sociétal, psychologique et aussi professionnel, parce que le fait d'être myope, ça peut donner des barrières dans son évolution sociale, dans son évolution professionnelle, et c'est parfois perçu comme un vrai handicap pour les patients. Et donc pour voilà, essayer de se libérer de la myopie au-delà du côté purement réfractif et de faire avancer les patients dans leur position individuelle, et ça on le ressent au quotidien quand on voit les patients en consultation. Il y a différentes possibilités. Alors vous les connaissez toutes, les lunettes, les lentilles, la chirurgie du cristallin. Et puis, il y a aussi une nouvelle technique qui s'appelle la chirurgie des implants FAC. On va positionner un implant en avant du cristallin. Alors, pour rentrer un petit peu dans le vif du sujet, on va vous parler de deux cas, deux patients. Alors, si vous avez une bonne vue, vous allez peut-être voir de qui il s'agit. On va voir. Ah, voilà. Non, il y a deux patients, je ne suis pas tout seul. Donc, il y a deux patients. Voilà, donc le patient de gauche, c'est moi, et le patient de droite, c'est Romain. Donc voilà, moi j'étais myope, parce que voilà, je dévoile que j'ai été opérée d'une chirurgie réfractive LASIK, et Romain... Et moi j'étais opéré l'année dernière d'ICL. On se fait opérer à peu près au même âge, ça y aura 38 ans. Et du coup, moi, j'ai choisi la voie de l'ICL par rapport à ma myopie qui était très forte. J'étais très handicapé pendant quand même de nombreuses années et j'en ai même eu des conséquences au collège, au lycée. Quand vous avez -9, vous avez des verres qui sont très épais. Et ça a vraiment eu un retentissement dans ma vie personnelle et dans ma vie professionnelle, parce qu'aujourd'hui, j'en suis là aussi peut-être grâce à cette myopie, parce que j'ai passé ma vie chez l'ophtalmo. Et puis, il y a un moment où vous êtes immergé dans ce travail, vous croyez en votre travail, vous opérez, vous faites de la chirurgie réfractive, vous mettez des implants, vous opérez même votre propre fer de -14 d'implants. Et donc vous avez une prise de conscience qui fait que c'est aussi à vous de vous faire opérer et de me faire opérer pour vivre aussi, à être immergé là-dedans et de plus être aussi myope. Donc j'ai fait mon bilan, j'avais une cornée à 550 microns, une myopie à -9, ce qui me permettait éventuellement de faire un LASIK, mais on était sur la limite. C'est vrai que quand on voit le cas d'Alice, une myopie de -3 avec une cornée même plus épaisse que la mienne, c'est sûr que le LASIK est beaucoup plus approprié. Alors, je vous raconte très très brièvement moi ma petite expérience. Donc moi, ma motivation première, en fait, c'était le côté pratique. C'était, je portais des lentilles tout le temps, et puis j'en avais marre des lentilles, des lunettes, jongler les lunettes de soleil. Je fais pas mal de sport, donc c'était vraiment galère aussi pour le sport. Donc le LASIK, ça a été vraiment une libération dans ma vie quotidienne. Et juste pour vous raconter comment ça s'est passé, vous savez, quand les patients sautent sous le laser, vous leur dites de fixer le petit point vert lumineux au-dessus de vous. En fait, le petit point vert, c'est une espèce d'énorme tache verte. Donc le centre, franchement, il est difficile à trouver. Donc voilà, maintenant j'ai un petit peu adapté mon discours et j'essaye de dire regardez vers le centre de la tache verte, mais c'est pas si facile que ça. Et je suis peut-être plus compréhensif quand les patients n'arrivent pas à fixer et bougent dans tous les sens. Évidemment, le premier jour, c'était les étoiles dans tous les sens. Je me souviens, je suis rentrée en vélo de l'hôpital et bon, voilà, c'était vraiment limite. Et puis petit à petit, avec le temps, les halos ont disparu. Il y a encore un petit peu, ça bave encore un tout petit peu. Mais je pense que c'est aussi surtout le fait que j'ai décidé de me laisser une petite myopie résiduelle sur mon œil non directeur.
et ce qui fait un petit dédoublement des images, mais qui est très très gérable en vie quotidienne et surtout, voilà, qui je pense sera un atout pour l'avenir. Alors, donc ça c'était le côté LASIK. Alors maintenant, vas-y Romain, raconte-nous ouais. le côté implant fac. Donc déjà, quand est-ce qu'on peut penser à mettre un implant fac chez un myope? Première indication, c'est quand le LASIK n'est pas possible, bien entendu. Quand le LASIK n'est pas la meilleure option chirurgicale et les autres indications. Donc moi, je vais vous parler de mon cas. Donc j'ai 38 ans, moins 9 aux deux yeux, pas d'astigmatisme. Mes topographies cornéennes, vous les avez vues, et moi en plus ce qui m'a rassuré sur mes topos, c'est qu'au-delà d'avoir une cornée normale, j'avais surtout une profondeur de chambre antérieure qui était à 3,42 mm, donc il y a de l'espace, on peut mettre un implant sans problème, puisque la limite c'est 3 mm, j'étais bien au-dessus de la moyenne. Et après, l'autre élément qui était aussi important, c'est la microscopie spéculaire. Voilà, j'avais une densité cellulaire qui était très régulière, environ 2950 cellules par millimètre carré, donc ça me posait aucun souci pour me faire opérer. Au contraire, c'est une décision que j'ai prise et qui a changé ma vie. Sur l'intervention chirurgicale, je vais laisser Alice présenter la chirurgie. Oui, ça c'est plus peut-être des exemples pour les gens qui ne sont pas très familiers de cette chirurgie. L'implantation fac, c'est quand même assez technique comme chirurgie, parce que surtout il y a la phase de préparation de l'implant qui n'est pas préchargé, et c'est un implant qui est extrêmement fragile et qui peut se déliter ou se casser très très facilement. Donc la première partie, la première vidéo, c'est vraiment une étape à part entière de la chirurgie pour mettre l'implant dans la cartouche dans toute son intégrité. Et puis après l'implantation, une fois qu'on connaît bien la technique, qu'on a passé la courbe d'apprentissage, qu'on suit bien tous les petits tips, voilà, ça se passe bien, mais c'est une vraie chirurgie à part entière, et il faut se rappeler qu'on est sur des yeux qui sont sains, donc on n'a pas le droit à l'erreur du tout, du tout. Donc là, cette semaine, j'ai fait mon bilan à 1 an de mon intervention. Donc j'ai un Volting qui est stable à 350, qui montre que l'implant il bouge pas, il y a une bonne stabilité de l'implant. Et j'ai refait ma microscopie spéculaire qui confirme 2820 cellules versus 2950, donc en fait c'est inchangé. Maintenant les études ont montré que la densité cellulaire était stable et ne changeait pas. On a plus de 10 ans de recul. Il y a une étude de Singapour qui est sortie à l'American Academy au mois de novembre qui comparait même avec le LASIK, et la densité cellulaire au niveau du LASIK était inférieure à celle de l'ICL sur 500 ou 800 patients dans chaque bras. Pourquoi l'ICL? Alors il y a des avantages qui sont importants, mais les inconvénients sont aussi importants. Les avantages, c'est qu'au niveau de la sécheresse oculaire, j'en ai pas. J'ai eu une sensation de grain de sable pendant 2-3 semaines liée à l'incision, comme tout patient opéré en chirurgie intraoculaire, mais c'est tout. Il y a le côté c'est réversible. J'en ai déjà enlevé des ICL, ça s'enlève, qu'ils ont 10 ans, 15 ans. Il n'y a aucun problème, il n'y a pas d'accroche. C'est pas comme enlever un implant de chirurgie de la cataracte. C'est des implants qui sont très souples et qui s'enlèvent même. On n'a même pas besoin de les couper. Il faut bien les prendre au milieu et on les tire sur une incision de 2 et ça passe. Dans quelques années, je vais être presbyte. Je me suis dit, ma cornée, elle est saine. Je pourrais peut-être me faire un traitement de la presbytie vers 45-50 ans, donc ça me laisse une petite marge de manœuvre. En termes de qualité visuelle, que ce soit avec les lentilles, avec les lunettes, avec l'ICL, j'ai jamais aussi bien vu de ma vie. C'est incroyable, incroyable. Donc j'ai très peu d'effets secondaires de halo et de glaire, je vous en parlerai tout à l'heure. Et les suites opératoires immédiates, elles sont indolores, c'est-à-dire que c'est comme une cataracte. Donc 1 heure après l'intervention, j'étais avec mon chirurgien au restaurant et l'anesthésiste, et on déjeunait ensemble tranquille. J'avais même pas ma coque oculaire, et je mettais juste mes petites gouttes pour hydrater l'œil, mais aucune douleur. Après, les inconvénients, c'est que ça reste une chirurgie intraoculaire avec ses risques, donc des risques d'IPhéma, des risques de blocage pupillaire, d'hypertonie oculaire, des risques de cataracte s'il y a un touch au moment de l'intervention. Si on manipule pas bien l'implant et qu'on n'a pas l'habitude et qu'on n'a pas cette expérience, le risque de perte de cellules endothéliales est très important et on peut avoir des décompensations de cornée si on fait n'importe quoi. Avantage, inconvénient, l'anesthésie générale. Moi, je trouve que c'est un avantage. Je me suis opéré sous anesthésie générale. D'autres chirurgiens font sous anesthésie locale. Voilà, ça c'est vraiment un choix personnel. J'avais du mal à le placer dans une des deux catégories. Le risque infectieux, je l'ai noté de principe. Alors il faut savoir qu'il n'y a qu'un cas d'endophtalmie sur un ICL en Inde dans des conditions d'hygiène qui étaient pas nos standards. Sinon, que ce soit en Europe ou aux États-Unis, il n'y a jamais eu d'endophtalmie sur un ICL. Donc c'est assez rassurant par rapport à ça. Ça n'empêche de mettre de la Procam, c'est important. Alors ce que je vois, c'est pas ça. Voilà. J'ai aucun halo le soir, je vois très bien la nuit. La journée, j'ai une définition parfaite, d'accord, sans halo, sans gêne particulière. Voilà, donc vous voyez ce que je vois, mais en fait, c'est ce que voit tout le monde, toutes les métropes.
De nuit, j'ai fait des photos avec mon iPhone et j'ai pas réussi à reproduire ma qualité visuelle quand je conduis parce que là, on voit des halos autour des phares du feu frein. Et ça, je l'ai pas. Je vois bien les différentes petites taches rouges, là, les LED, et je peux vous les définir, je peux quasiment les compter. Et ça, c'est une vue, voilà, avec un coucher de soleil, etc., une vue dégagée. Ça, c'est vraiment ce que je vois, sans gêne particulière. En revanche, il y a une chose à savoir, et ça, c'est à vie, tant qu'on a l'ICL, et c'est pour tous les patients, c'est au niveau du halo. Alors, le halo, c'est pas le halo du LASIK. J'ai cherché pour essayer de trouver une image qui reproduisait ce que je voyais. Et c'est ce qu'on appelle le halo solaire. Le halo solaire, c'est que vous voyez le soleil, et autour du soleil, vous avez un cercle un peu arc-en-ciel, ou qui peut être blanc, qui est une dispersion de la lumière. Donc, en gros, la lumière, elle traverse l'implant. En traversant l'implant, il y a une déviation de la lumière qui se disperse en plusieurs longueurs d'onde au niveau de la rétine. Et du coup, ça crée un spectre de couleurs autour du soleil. Et donc, ça crée un cercle lumineux. Sur des LED, en fonction des LED, ça peut être un petit halo blanc, mais ça, c'est pas du tout gênant. En revanche, en fonction de l'angle du soleil et de la lumière qui rentre au niveau de l'œil, j'ai 2 yeux, donc j'ai 2 halos. Et ça, on les voit très bien. En revanche, si je déplace mon visage d'une certaine manière directement, ils disparaissent automatiquement. Donc il n'y a pas de neuroadaptation, ça ne va pas diminuer. Voilà, donc ça, il faut informer le patient. Honnêtement, ça peut me gêner environ, quand les journées sont longues, environ 30 secondes par jour ou 1 minute de temps en temps. Entre le bénéfice de l'intervention et cette petite gêne, le compromis, il est largement en faveur de l'intervention. J'ai réfléchi d'un point de vue optique, la raison pour laquelle ça pouvait faire ça. Et ben, en fait, l'implant, il a une géométrie, et donc il est plan au niveau du centre, et après, il se courbe un peu. Et je pense que cette déviation de la lumière est liée à cette zone, au niveau de voilà, cette zone circulaire. Ce qui a changé dans ma vie, dans ma pratique professionnelle, c'est que du coup, j'ai un discours qui est très cohérent avec les patients. Je peux leur raconter mon expérience, et pour le suivi, je peux comprendre leurs plaintes. Et ça, cette empathie, ça les aide beaucoup. Au niveau de la technique opératoire, j'ai re-regardé mes vidéos avec le chirurgien qui m'a opéré, on en a discuté, et ça m'a permis aussi de changer mes pratiques professionnelles. C'est-à-dire qu'avant, je réalisais 3 incisions, une en supérieur, une en inférieure et une incision en temporale de 3,2 mm. Maintenant, je ne fais plus qu'une incision en supérieur. Je protège de façon importante la cornée avec le viscoélastique pour que dans les suites opératoires, le patient ait pas mal et qu'il ait une expérience incroyable. Parce que si 2 heures, 3 heures après, un myope de -9 voit, eh ben, il vous encense et avec le bouche à oreille, c'est incroyable. Je dilate plus non plus complètement le patient. Je fais une dilatation modérée. Je commence la dilatation 30 minutes avant l'intervention. Le problème du myope, c'est qu'il dilate beaucoup. L'implant, il faut le placer sous l'iris avec les aptiques. Si la pupille est trop dilatée, on ne voit pas très bien. Donc je me donne une petite marge de manœuvre et ça me permet d'avoir une bonne stabilité de l'implant derrière l'iris. Et surtout, ça me permet d'éviter d'injecter le produit myotique, le myostat ou le myocol, parce que quand ils ont les pupilles serrées pendant 3 jours après l'intervention, ils sont très gênés, ils sont très éblouis, ils ne voient pas bien de loin et ils ont mal à la tête. Donc voilà. Et le risque de blocage pupillaire, il est beaucoup plus important. Donc j'ai arrêté d'injecter des produits myotiques. Donc voilà, c'était mon expérience sur l'ICL et qui continue à... Ouais, donc Romain, tu fais partie des 3 millions de myopes implantés en ICL dans le monde. Donc on voit que c'est vraiment une chirurgie qui est en pleine expansion. On a quand même un retour qui est très bon et sur le long terme maintenant. Donc on sait que c'est une chirurgie qui est sécuritaire, mais qui demande évidemment un bilan préopératoire très complet. On n'a pas parlé ici de la question du sizing, de la calcul de la taille de l'implant, mais ça c'est un sujet qui est absolument primordial et qui demande aussi un apprentissage, tout autant que l'apprentissage de la chirurgie en elle-même, et puis évidemment un suivi post-opératoire sur le long terme, toute la vie. Merci à tous. Merci. Merci à tous les deux, parce que c'est quand même rare d'avoir l'expérience de 2 chirurgiens qui parlent de la technique en ayant été opérés. C'est vraiment remarquable et c'était très appréciable. Merci beaucoup. Et puis, alors effectivement, Romain, tu dilatais moyennement, c'est très très bien, effectivement. Le seul problème, c'est quand moi je l'ai fait sous topique, et du coup, c'est un petit peu plus douloureux. Alors, si je conseille, pour ne pas avoir la pupille à 1 mm et ne plus rien voir, de temps en temps, les orthoptistes sont effarés parce que tu ne peux plus rien mesurer le lendemain, et le patient ne voit pas très bien. Il faut diluer le myostat ou le myocol, et ça permet effectivement d'avoir un myosis qui n'est pas trop important et qui ne dure pas 3 jours. Voilà, mais c'était remarquable. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Alors, Laura ?